Bonjour à tous, donc aujourd'hui on poursuit sur la saison des résultats. Donc on va revoir ensemble la publication des résultats de l'entreprise Onex pour l'année 2021. Bon, avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage. Donc je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, et donc la vidéo qui va suivre est simplement purement éducatif. Je souhaite vous partager mes analyses, mais ça constitue en aucun cas un conseil en investissement financier. Voilà. Et en plus, j'ai une position dans cette entreprise, donc la vidéo qui va suivre est exposée à un biais supplémentaire. Alors, concernant les résultats de l'entreprise, on voit que elle a fortement augmenté en 2021, mais cela s'explique tout simplement par le rachat de la bourse italienne, au prix notamment d'une augmentation de capital. Donc on verra plus tard quand on se concentre au niveau d'action. Mais globalement, on voit que le chiffre d'affaires a grossi, les l'EBITDA, le résultat net, et pour des proportions à peu près équivalentes. Alors juste un mot pour vous dire que par exemple sur la marge d'EBITDA, celle-ci est en léger recul. Alors un mot sur le bilan. Donc le rachat de la bourse italienne avait été fait d'une part par une augmentation de capital et d'autre part par une augmentation de la dette. Donc juste après l'acquisition, donc au deuxième trimestre 2021, la dette nette était de 2,5 milliards. Et puis on voit qu'au cours des 2 trimestres qui ont suivi, la dette a diminué d'environ 150 millions d'euros par trimestre, ce qui l'a permis de se déleverager avec un leverage qui était à 3,1 après l'acquisition et qui est actuellement à 2,6. Dans les objectifs initiaux, en tout cas pré-acquisition, l'objectif c'était d'avoir un leverage inférieur à 2 fin 2022, donc c'est en tout cas en bonne voie. Voilà, donc une entreprise qui reste quand même pas mal endettée suite à son acquisition de la bourse de Milan, mais qui est vraiment une acquisition de grande amplitude. On l'a vu sur les résultats, hein, globalement ça a grossi de 40% avec simplement cette acquisition, donc vraiment un changement de dimension pour Euronext. Cette dette, elle reste quand même bien conservée et elle reste payable. On a un ratio de dette nette sur free cash flow inférieur à 5, donc une entreprise qui va être capable de la payer. Alors si on se rapporte au niveau des actions, alors si on prend le bénéfice par action, on voit que celui-ci il est en croissance constante ces dernières années. Ça permet de lisser l'effet dilutif qu'il y a eu de l'augmentation de capital afin d'acheter Milan. Donc on voit que ce bénéfice par action il stagne pas malgré cette acquisition, il augmente même. Idem pour le free cash flow. Donc on a une croissance annuelle 14% pour le bénéfice par action, 10% pour le free cash flow. Donc performance tout à fait honorable. Alors en termes de dividendes, le dividende proposé pour l'année 2021, il est de 1,93 €, qui fait un rendement supérieur à 2% sur le cours actuel qui est au moment où j'enregistre la vidéo un peu au-dessus de 80 €. Il y a une augmentation de dividende de 15% par an sur les dernières années. Je vous renvoie au graphique. La politique assumée de l'entreprise, c'est d'avoir un payout ratio de 50%. Donc là on a un payout ratio qui actuellement est à 36% sur les revenus, ou un payout ratio sur le free cash flow à 45%. Donc aucun problème pour payer ce dividende. En fin année 2021, je crois que c'était au mois de novembre, en plus ils avaient racheté 350 000 actions sur un peu plus de 96 millions en circulation. Alors en termes de valorisation, on a un VE sur EBITDA à 12, un PER à 21, un price to free cash flow que je trouve assez intéressant comme mesure à 19. Donc une entreprise qui est pas très chère finalement, surtout quand on s'intéresse à ses marges qui sont tout simplement excellentes. C'est un indice de profitabilité excellent. Voilà, price to free cash flow à 19, c'est pas mal du tout. VE sur EBITDA à 12 aussi. Mais c'est aussi parce que c'est une entreprise qui a une réserve de croissance un peu plus limitée, on verra plus tard.
Bon, si je repars sur le earning per share de 5,35 et que j'applique différents scénarios de valorisation, j'essaye de valoriser donc une valorisation terminale de l'action à 10 ans et je pars de ce point là pour savoir quel serait mon niveau d'entrée pour avoir un retour sur investissement à 10% par an. En sachant que bien sûr dans ce calcul là j'inclus pas le dividende, donc je considère que c'est un bonus en plus. Donc on voit que sur une croissance de 8% du bénéfice par action sur les 5 prochaines années, et puis de 5% sur les 5 à 10 prochaines années, et avec un PER à 20, un niveau d'entrée autour de 77-78 euros permet d'obtenir un rendement de 10% par an. Voilà. Si on est un peu plus optimiste sur la croissance des bénéfices par action, on peut rentrer jusqu'à 130 euros, grosso modo. Et si on est plus pessimiste, donc 5% et 3% en termes de croissance, on arrive avec un niveau d'entrée à 55. Donc, grosso modo, moi je trouve que le prix actuel n'est pas survalorisé, surtout au niveau du caractère défensif de l'entreprise. Donc moi je renforce ces derniers temps progressivement sur l'entreprise. Voilà. En termes techniques, bon, elle est plutôt en correction depuis quelques mois. L'annonce des résultats a été plutôt la boîte a plutôt corrigé puisqu'il y avait en fait une diminution de la marge, une augmentation des coûts imprévus du fait de la fusion avec la bourse de Milan, et donc l'entreprise a plutôt corrigé. Bon, moi j'ai trouvé un niveau technique là qui est très grossier. Au niveau là des 75 euros, donc là la courbe elle est représentée en données hebdomadaires. Donc ça serait un niveau qui viendrait croiser à peu près la moyenne mobile 200 périodes, ce qui serait selon moi un excellent point d'entrée. Si on regarde sur des périodes plus longues, l'entreprise a une croissance quasi parfaite et se rapproche rarement de sa moyenne mobile 200 périodes en données hebdomadaires. Voilà, le modèle n'est pas remis en question, donc pour moi ça serait un très très bon niveau d'entrée pour renforcer sur cette entreprise. Alors les objectifs pour le 2024, c'est de poursuivre la croissance des revenus 3-4% par an, l'EBITDA qui grossirait un petit peu plus vite et un CAPEX qui serait inchangé. Bon, on voit en bas à gauche là que l'entreprise a plutôt tendance à publier au-dessus des attentes des analystes, de manière grossière. C'est une entreprise qui a plutôt des plans de croissance assez conservateurs. Et en bas à droite, alors même si je le regarde assez rarement, on voit qu'il y a un écart quand même avec les analystes qui est assez important. Voilà, qui est quasiment à 30% par rapport aux estimations moyennes des analystes. Bon, dans les leviers de croissance, je vous l'ai pas mis là, mais il y a développement de pas mal d'indices ESG, pardon. Et ensuite ils sont en train de développer un indice tech et tout un service pour favoriser les IPO des startups et de la tech, qu'elles s'inscrivent sur ces marchés d'Euronext plutôt que sur le Nasdaq par exemple. Donc ça c'est pour eux en termes de stratégie un élément de croissance. Alors bien évidemment le reste de la croissance de l'entreprise, ça serait comme elle l'a fait par le passé, surtout par des acquisitions externes. Donc on sait qu'elle lorgne pas mal sur l'entreprise, enfin sur la bourse de Stockholm qui est actuellement que possède actuellement Nasdaq. Donc en tout cas il serait candidat si le Nasdaq s'en séparait pour se mettre pour être candidat au rachat de cette entreprise. Bon, actuellement, elle se consacre essentiellement à se déleverager et à optimiser la fusion avec la bourse italienne. Bon, en pratique, c'est une très très belle entreprise avec un moat et des marges très bonnes. On voit qu'elle est en train de digérer son rachat de bourse italienne, mais globalement, en tant qu'actionnaire individuel, la dilution est bien passée en termes de bénéfices par action ou de free cash flow par action. Donc là-dessus ils ont fait leur job. Elle est en train de se déleverager pour les prochaines acquisitions, comme je le disais. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette entreprise, c'est que c'est clairement une valeur défensive.
qui est pas si cher que ça, qui a un passif de croissance tout à fait honorable. Bon, après, c'est sûr qu'elle a pas des chiffres de croissance à 2 chiffres, en tout cas sur les revenus globaux. Sa réserve de croissance, à mon avis, elle est surtout sur des acquisitions externes. Mais voilà, ça reste quand même une grosse machine à cash qui est capable de faire probablement des acquisitions soit plus modestes, comme elle a pu le faire avec rachat de marché de l'énergie, etc. Soit pourquoi pas des rachats plus importants comme la bourse de Stockholm. Aujourd'hui, il me semble qu'à la fois sur des plans fondamentaux et sur des plans techniques, on se rapproche de niveaux très intéressants. Donc moi, j'ai renforcé récemment là sur le dernier trimestre un petit peu. Je renforcerai de manière plus massive si le titre continue à baisser, ce qui est possible techniquement. Le seul point qui a un peu refroidi les investisseurs, c'est qu'il y a des dépenses supplémentaires du fait de la fusion qui n'étaient pas prévues. Bon, j'avoue que c'est un peu technique, mais globalement, ça ne semble pas remettre en question le fond du modèle. Et une fois que ça sera digéré dans 1 an, dans 2 ans, l'entreprise retrouvera des niveaux de profitabilité tout aussi excellents qu'auparavant, sachant que les marges ont diminué de manière très minime. Et au vu des marges extrêmement élevées, c'est pas tout à fait la même chose que c'est des entreprises qui ont des marges de 2%. Là, on n'est pas du tout sur cette échelle de valeur. Voilà pour les résultats de l'année 2021. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'entreprise, moi je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite sur le sujet, qui passe un peu plus de temps sur le business model. Voilà. À bientôt.